Bonjour à tous, bienvenue à ce quatrième webinaire thématique du réseau Agrifaune de Nouvelle-Aquitaine. Je me présente, Julie Bernard, je suis chargée de mission biodiversité à la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. La diapo suivante, s'il vous plaît. J'anime ces webinaires qui sont conduits dans le cadre du dispositif régional Agrifaune 2022-2024, dont le programme d'action repose sur 3 thématiques d'action principales, qui sont les bords de champs, les haies et les couverts végétaux. Donc, le réseau de Nouvelle-Aquitaine compte 20 partenaires, donc 10 chambres départementales d'agriculture, 9 fédérations départementales des chasseurs et l'OFB sont engagés sur 9 départements. L'idée de ces webinaires, c'est donc de valoriser les actions menées dans nos territoires par nos partenaires départementaux. On pourrait être sur un format de webinaire d'environ 1 heure, avec une demi-heure de présentation par nos intervenants, suivi d'un temps d'échange. Donc, vous pourrez directement prendre la parole à la fin de la présentation de nos intervenants pour leur poser vos questions. Et ces webinaires sont enregistrés et disponibles en replay sur la chaîne YouTube de la Chambre régionale d'agriculture. Je vais laisser la parole à Nicolas et Frédéric pour leur présentation. Bonjour à tous, on va peut-être se présenter. Donc moi, Nicolas Chalard, je suis conseiller environnement à la Chambre d'agriculture de Charente. Bonjour à tous, donc je me présente également. Donc Frédéric Maillet, je suis technicien à la Fédération des chasseurs de la Charente. Patrick Thibier, OFB 23. Je remplace Grégory Rollion qui est parti encore sur une autre mission. Ok, ça marche. Il y a des chances. Ok, Julie, c'est toi qui prends la main pour cette première présentation? Ouais, c'est ce que j'ai dit au début, du coup, vous pouvez directement passer à votre... Ok. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter le bilan des actions Agrifaune menées depuis 5 ans donc, sur un GI2E, donc un groupe d'agriculteurs en Nord-Charente, donc sur la partie zone céréalière. Alors, sur la présentation de ce GI2E, pardon, par rapport à la mise en forme. Donc, alors, déjà, donc, le nom de ce GI2E, c'est le paysage agricole au service de l'agroécologie. Qu'est-ce qu'un GI2E? Donc, c'est un groupement d'intérêt économique et environnemental. C'est une reconnaissance de l'État qui labellise un groupe d'agriculteurs. Donc, ce groupe, c'est un collectif, en fait, les GI2E qui s'engagent dans l'agroécologie, sur une thématique qui est assez large, souhaitant améliorer en fait les performances sur 3 critères. Il y a toujours un critère économique, environnemental et social qui sont vérifiés par l'État pour la labellisation du GI2E. Alors, pour un petit peu vous situer le contexte de la zone sur laquelle on travaille et les exploitants sont présents. Donc, on est sur une zone type grande culture céréalière du Nord-Charente, toute la zone de plaine. On a différents types de sols. Alors, des sols à dominante argilo-calcaire, donc plutôt peu profonds. Mais on a aussi localement des secteurs à terre de marée ou argileux. Donc, on a vraiment des sols assez différents au sein de même exploitation. On est sur une zone Natura 2000 ZPS, zone de protection spéciale, donc à enjeu oiseaux, où les principaux enjeux sont la protection et la préservation, notamment de l'outarde, mais aussi de l'oedicnème et les busards. On est sur un territoire zone vulnérable, donc classé directive nitrate, lié à l'enjeu nitrate lié à l'agriculture. Donc, on est en plein dedans et on rajoute là-dessus une aire d'alimentation de captage liée à la qualité de l'eau. Donc, on a une multitude de réglementations au sein d'un même territoire. On voit la petite carte, un petit aperçu du chevauchement et de l'empilement des réglementations sur cette zone. Sur l'évolution du groupe, donc le groupe existe depuis bien avant 2019. Alors, ils n'étaient pas réellement constitués de groupe, mais ils menaient déjà des actions ensemble. Mais c'est en 2019 qu'ils ont obtenu le premier label GI2E. Il y avait 6 membres dans ce GI2E initial.
Et ensuite, on a eu un renouvellement, donc là, dernièrement, où on est passé de 6 à 11 agriculteurs. Donc, on a quasiment doublé le groupe. Sur ces 11 membres maintenant, donc, il y a 5 éleveurs. Le reste, ce sont des grandes cultures pures. 5 éleveurs et 5 élevages différents, donc ce qui montre vraiment la complexité, on va dire, du groupe, hein, beaucoup de différences entre les fermes. On a plus de 15 cultures différentes, l'intégration de jeunes exploitants, jeunes installés. Et le gros avantage, c'est qu'ils sont tous sur le même territoire. Ils sont quasiment tous, les assolements sont quasiment tous sur 3-4 communes. Donc, c'est une grosse force pour le travail. Ensuite, donc sur un petit peu les historiques du groupe, pourquoi ils ont décidé de travailler ensemble et de constituer ce GI2E. Donc, c'est tout d'abord l'envie de travailler ensemble et autrement, en fait. Hein. Ils voulaient faire autre chose que semer du blé et semer des tournesols, on va dire. Ils voulaient vraiment évoluer dans leur boulot. Il y a aussi un gros point qui est important chez eux, c'est l'aspect convivial. C'est passer de moments et renouer du contact dans le monde agricole. Voilà, parler à son voisin et rencontrer son voisin. Bien entendu, diminuer les charges et les intrants. Ça, c'est aussi le leitmotiv. Un gros volet, tester de nouvelles méthodes, innover et faire évoluer la réglementation. Donc, ils sont très demandeurs de servir en fait de vitrine pour l'administration. On le verra tout à l'heure, mais il y a régulièrement des visites de l'État ou de certaines branches d'administration qui viennent voir ce que font le groupe. Ils mènent bien entendu des projets de développement agricole. Et l'action phare sur ce J2E, c'est le rétablissement des connexions écologiques. Donc, pour favoriser d'une part la biodiversité fonctionnelle, mais aussi la biodiversité plus ordinaire, on va dire, et mener des actions innovantes autour de l'agroécologie et être moteur. Donc ça, c'est vraiment les origines de la création du GI2E. Ensuite, les objectifs qui sont menés de ce GI2E. Donc, il faut savoir hein, que quand on dépose un GI2E auprès de la région qui nous concerne, on doit forcément monter un dossier et poser des objectifs à atteindre au bout des 3 ans du label. Donc, par rapport aux 3 performances, donc la première, la performance environnementale. Donc là, il s'engage à réduire de 40% les IFT herbicides et hors herbicides par rapport à l'IFT de référence du territoire. Avoir pour chaque campagne un bilan azoté qui est neutre, ce qui n'est pas forcément facile en grande culture. Avoir au moins un engagement ou une participation au programme ressources. Les programmes ressources, c'est les programmes qualité de l'eau du secteur. Avoir au moins 10% de sa SAU en infrastructure agroécologique et participer à des actions ou des formations sur un projet lié à l'apiculture et à l'abeille. Pour la performance économique, c'est évaluer son système de production par rapport, réaliser des coûts de production par filière et réfléchir sur le développement d'une nouvelle filière. Et sur la performance sociale, c'est créer du lien, des partenariats et le travail en groupe. Ensuite, donc un petit récap de toutes les actions menées sur le GI2E et après on viendra en détail sur les actions spécifiques à Agrifaune. Donc, c'est le semis et le suivi donc de bandes enherbées, fleuries, expérimentales pour les auxiliaires des cultures. Là, le but, c'est de bien parler d'auxiliaires et non pas forcément de pollinisateurs. Donc, les auxiliaires, hein, c'est tout ce qui va consommer et prédater les ravageurs des cultures. Donc, c'est les coccinelles, les chrysopes, les hyménoptères parasitoïdes et les cirques. On est plus sur les auxiliaires volants. Donc là, en 5 ans, hein, on est à peu près à 8 km de bandes semées ou ressemées. Donc, c'est des bandes qui sont bord de parcelle ou même intraparcellaires. C'est l'intégration de la marque végétale locale dans les mélanges, donc de la semence locale pour essayer d'améliorer la levée des couverts. Les suivis entomologiques spécifiques pour les auxiliaires, donc il y a de la mise en place d'essais, de la capture par piégeage pour vraiment évaluer l'attrait de ces bandes. Donc ça, c'est vraiment l'action fil rouge de ces GI2E.
Il y a l'expérimentation par le semis d'espèces de la marque végétale locale. Donc, il y a un exploitant qui se teste à la multiplication d'espèces en parcelles. Le but, c'est de tous être certifiés HVE, haute valeur environnementale. Actuellement, il y en a 5 qui sont certifiés, 3 qui sont en cours, qui sont bien avancés, qui devraient être certifiés sur 2023. Et les autres, faut qu'ils passent en formation, on débute. Il y a une forte collaboration avec le service grande culture de la Chambre, donc pour avoir des réunions régulières bout de champ pour le suivi des cultures. On met en place des plateformes d'essai, notamment sur les SIPAN, mais aussi biocontrôle sur les céréales. Et pourquoi les services chambres? C'est la neutralité du conseil, tester de nouvelles méthodes et toute la partie réduction d'intrants, donc soit par la partie phyto ou désherbage mécanique. Il y a aussi le développement de l'apiculture par un des exploitants qui est devenu apiculteur depuis 3 ans. Donc, on essaie de mener un projet de collaboration avec un CETA, le CETA apicole de la Charente. Il mène des projets liés à l'agence de l'Oise-Garonne sur les SIPAN. Donc, comment mieux intégrer le SIPAN dans la rotation et mener des expés là-dessus en termes de période de semis et de destruction. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Le but d'un GI2E, c'est aussi la réunion et la présentation de ce qu'ils font avec les élus locaux et départementaux et la mutualisation avec d'autres exploitants ou d'autres GI2E. Ensuite, des actions qui sont menées, on va dire, un peu plus de manière indirecte, donc qui ne concernent pas directement le GI2E ou les autres partenaires. Donc, c'est la plantation de haies. Les exploitants plantent des haies sur la zone céréalière depuis au moins 5 ou 6 ans maintenant. Donc, ils plantent avec l'association locale Prom Haies que tout le monde connaît sur la partie Poitou-Charentes. Ils sont à une 40aine de haies plantées là et ils ont atteint 10 km de haies plantées au mois de novembre. Donc, c'est vraiment unique en Poitou-Charentes, hein, autant de haies plantées sur quelques communes. Et il y a des journées de plantation qui sont organisées avec les lycées et avec les matinées sont consacrées à la présentation de ce que font les ARIC du GI2E. On leur présente tous les matins aux élèves ce qui se passe au sein du groupe. Ensuite, bien entendu, il y a l'action agrifaune. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Julie, donc menée de front avec 3 organismes, la Chambre départementale, la Fédération des chasseurs et l'OFB. Donc, nous, on est engagé sur la fiche entre cultures. Donc, c'est moi-même et Frédéric qui vous présentera tout à l'heure aussi d'autres actions qu'on mène ici sur ce J2E. C'est lié avec toutes les bandes semées et il y a eu, voilà, par exemple, on a testé un drone pour essayer de repérer les espèces. Il va y avoir la caméra thermique, mais ça, je laisserai Frédéric le développer tout à l'heure. Et il y a eu une participation à ce qu'on appelle le rallye des couverts. Donc, c'est une visite de tous les couverts intermédiaires semés en Charente. Donc, une visite entre tous les GI2E. Et ils sont tous plus ou moins engagés dans des MAEC réduction phyto, les MAEC couverts jachères ou des mesures compensatoires. Et pour finir, on a eu la chance de pouvoir avoir 2 interviews d'un animateur bien connu localement, Pichu, qui est sur France Bleu La Rochelle. Donc, il est venu faire des petites prises d'antenne au niveau du GI2E. Voilà un petit peu un récap des actions menées sur ce groupe. Bien, donc je vais prendre la main. Alors, non pas pour parler de caméra thermique pour l'instant, puisque je vais présenter, moi, tout à fait autre chose, une petite méthode que l'on a développée, non pas pour ce GI2E, mais sur le département de la Charente, et notamment dans le cadre des projets que l'on menait donc, sur le petit gibier, et en particulier donc, sur la perdrix. Et donc sur l'état des lieux donc, qui a été effectué donc, bien avant donc, la création du GI2E, puisque cet état des lieux donc, a été réalisé donc, en 2016, c'est-à-dire donc, au moment où nous avons rencontré le groupe d'agriculteurs pour la première fois, mais surtout où les 2 associations de chasse locales, pour les 2 communes qui sont concernées, c'est-à-dire Brette
et en purée, étaient intéressés donc pour travailler sur un projet en fait Perdrix Rouge donc sur leur association. Et avant toute chose, donc nous avions mis en place justement cet état des lieux, hein, c'est-à-dire de pouvoir disposer d'un point zéro avant la mise en place de toute action. Et ce qui a permis en même temps, oui, vous allez le voir, hein, de mesurer l'effort d'aménagement de la part des exploitants. Donc, ce petit état des lieux permettait aussi, hein, si possible, d'évaluer la qualité donc, en faveur donc, de la petite faune de plaine et avec une espèce témoin, donc la perdrix rouge. Et enfin, de déterminer, si possible, des sites prioritaires d'aménagement. Donc là, on a été pas trop embêtés puisque le groupe est assez intéressé donc, pour travailler donc, sur différents aménagements. Et vous allez le voir, hein, donc, sur la plantation donc, de haies ou l'implantation donc, de bandes, on n'a pas eu besoin vraiment de les pousser. Donc cela s'est fait vraiment tout seul. Alors, cet état des lieux est basé donc, sur une méthode donc, qui est assez particulière, qui est basée en fait sur une analyse cartographique, hein, ni plus ni moins. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc sur une espèce cible, j'ose pas dire un peu bioindicatrice, hein, mais au moins de l'effort effectué donc, par rapport aux actions, qui est donc la perdrix rouge. Et qui à la base était d'ailleurs l'espèce sur laquelle les chasseurs s'étaient travaillés. Et cette analyse cartographique a été réalisée donc, à l'échelle donc, des 2 communes, que ce soit donc, Brette et Empuré, mais non pas à l'échelle de l'exploitation, ou des exploitations du moins. Bien été réalisé donc, à l'ensemble donc, des 2 communes. Donc, ce diagnostic, comme je le stipulais tout à l'heure, donc, a été réalisé donc, en 2015. Et la particularité, donc, s'appuie, du moins, ce diagnostic s'appuie donc sur 2 éléments. Le premier, donc, le parcellaire agricole, donc par le relevé des cultures donc, présentes donc, sur les communes. Et enfin, donc, de tout ce que l'on dénomme linéaire non productif, c'est-à-dire donc c'est les haies, les chemins, les lisières de bois, les fossés, voilà, donc tous ces éléments. Et qui sont ensuite, donc, chaque élément ou chaque parcelle est saisi donc, sous SIG et en particulier donc, sous MapInfo. Alors, cette analyse repose sur un élément, enfin du moins sur des éléments donc assez simples, hein, puisque c'est la description du milieu donc sur 4 critères qui sont à la fois la quantité et la qualité donc, de l'occupation du sol, donc les cultures, et la quantité et la qualité donc, des linéaires non productifs. Et donc, pour chaque élément, donc, on donne en fait une note. Donc, pour les cultures, nous avons donc une note qui vaut donc pour l'effet, on va dire, protecteur du couvert, et une seconde note qui va donner une note d'alimentation hein, du couvert. Et pour les linéaires, donc, d'une manière identique, donc, nous donnons donc une note. Exemple sur les haies, donc on va passer déjà donc, sur la présence ou l'absence d'éléments, c'est-à-dire donc présence de bandes enherbées, présence donc de strates arbustives, arborées, etc. Donc ce sont donc des éléments assez simples et ce sont donc l'ensemble de ces notes, hein, de la notation en fait, des critères observés, donc qui est la base donc, de notre diagnostic. Alors, ça vaut ce que ça vaut, hein, bien évidemment, hein, mais répété, et on le voit donc depuis maintenant 10 ans que l'on l'effectue, ces éléments donc renotés, resuivis, nous donnent quand même une appréciation quand même du milieu vis-à-vis de l'espèce ciblée. Alors, avant de vous montrer les résultats un petit peu de cet état des lieux, un petit point très rapide donc, au niveau agricole hein, en 2015 pour vous présenter un petit peu le milieu. Donc voilà, donc les 2 communes hein, pour une surface un peu plus de 2000 hectares, Brette et Empuré. La surface boisée est très faible hein, puisqu'on n'est même pas à une petite centaine d'hectares. Et vous voyez que eh bien, nous sommes en plein milieu de la plaine céréalière du nord-ouest du département avec donc 2 aspects. Ce sont déjà donc, des parcelles qui sont quand même pas si grandes que ça, puisque vous voyez que le nombre d'îlots est quand même assez important. Et par contre, donc, avec ce qui est assez représentatif, donc la présence très importante de céréales d'hiver, de tournesol donc, et de maïs.
Un petit point, vous notez bien donc que en 2015, pardon, j'ai dit une grosse bêtise, en 2015, vous aviez donc un peu plus donc de 10% de surface enherbée, que ce soit donc jachère ou prairie, prairie permanente, prairie temporaire, tout est mis ensemble, se vous dire, pour simplifier la vision du document et de la carte. Voilà. Et donc, pour arriver donc à une SAU donc, qui est de un peu plus de 1800 hectares et dont 1500 hectares par les principales cultures que vous avez ici. En ce qui concerne donc les linéaires non productifs, donc voici les éléments où nous avons un peu plus de 160 000 mètres donc, de linéaires présents donc, sur les deux communes. Ce sont donc les haies donc, qui sont les plus représentatifs, même si on dénote quand même qu'il y a quelques années, donc, des haies avaient été quand même largement supprimées. Alors, ce diagnostic tient compte en fait ne tient pas compte des haies qui ont été plantées, puisqu'il a été réalisé en 2015. Et Nicolas, qui vous parlait tout à l'heure donc de 10 km d'implantés, ces 10 km implantés ont été effectués entre l'hiver 2017-2018 à l'hiver dernier. Donc voilà, donc on a gagné 10 km de haies, enfin un petit peu moins de 10 km de haies donc sur les deux communes. Donc on avait présent donc, en 2015 donc un peu plus de 62 000 mètres donc, de haies. Ensuite donc c'était les chemins, donc chemin donc en herbé ou chemin empierré, et les fossés, puisque donc nous trouvons beaucoup de fossés de drainage, puisque c'est des zones qui ont été très fortement drainées dans les années 70-80. Voilà, et enfin donc le résultat donc, de diagnostic, donc après analyse donc, sous SIG, et notamment, donc, je vous disais, de toutes les notations donc, du parcellaire et linéaire donc, qui sont retranscrites donc, dans une grille de polygones. En fait, pour donner cette visualisation, dans une grille de polygones de petit carré de 15 mètres sur 15, où vous avez donc cette carte, où vous avez donc en gris donc les zones bâties, en petits points donc les zones de bois, et donc enfin donc en bleu les zones que l'on juge en fait favorables donc à la prairie rouge, et en vert donc les zones très favorables, ce sont donc surtout donc là les linéaires, donc les très belles haies, les dernières haies donc qui restent, voire des bordures en fait de haies ou de lisières avec certaines parcelles intéressantes. Et tout ça pour dire que sur les deux communes, nous avions donc en 2015 22% de la surface communale donc jugée, on va dire, favorable à la prairie. Alors attention, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des notions assez suggestives, mais qui nous donnent quand même un peu une indication de la valeur des territoires pour les espèces. Après la commune, donc avec on va dire le parcellaire du groupe en 2015, donc vous avez ici donc en orangé, c'est-à-dire toutes les parcelles exploitées donc par les 5 exploitants à l'époque, où nous avions donc 31% de la surface donc exploitée par le groupe, donc qui était favorable donc à la prairie. Donc voilà pour ce premier élément d'état des lieux. Alors, moi, je vais vous expliquer un petit peu plus en profondeur les deux actions spécifiquement liées à Agrifaune qui ont été menées auprès du groupe. Alors, la première, c'est tout ce qui est semis et suivi des bandes semées, donc en bordure de parcelles, sachant que la grosse majorité sont en bordure. On en a quelques-unes qui sont intraparcellaires, mais la majorité sont en bordure de parcelles. Par contre, dit bordure de parcelle, dit pas forcément bord de chemin, bord de route. On a aussi de la bordure de parcelle qui est parcelle voisin. Donc, du coup, on est sur de l'intraparcellaire si on prend au sens de l'unité culturelle de tout exploitant confondu. Donc voilà, on a plus de 7 km de bandes semées ou ressemées. Donc c'est quand même très important sur ces communes. On a un couvert qui a évolué au cours des 5 années. On a démarré un couvert vraiment très simple et très standard. Luzerne, trèfle, grande marguerite, à Quillémy, Pertuis. On avait besoin déjà de se tester, de tester un petit peu la réponse du couvert sur ces types de sols, de voir comment les exploitants appréhendaient et géraient tout ça.
Et au fur et à mesure, le couvert a évolué avec des proportions de légumineuses ou de graminées qui ont aussi été modifiées. Donc là, dernièrement, on est sur un couvert qui est toujours avec une base trèfle luzerne. Je vous expliquerai pourquoi. Et auquel on a rajouté, donc on a maintenu la grande marguerite et on a rajouté donc du mélilo, de la facélie, de la centaurée, toujours de l'aquilée, de la sauge, du millepertuis, de la caméline et de la chicorée. Alors pour vous expliquer un petit peu ce couvert, bon, il y a quand même un premier point, c'est que on fait aussi avec ce qu'on est capable de nous fournir. C'est pas toujours facile, hein. Ensuite, on est sur un secteur où ils ont des très gros problèmes de résistance graminée, notamment raigrats, vulpins. Donc, on a besoin d'un couvert qui pousse très rapidement pour vraiment contrer la levée des graminées. Parce que sinon, notre couvert qu'on a semé devient inutile, hein, et ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé un couvert de base légumineuse pour venir contrer ces résistances graminées. Et ensuite, on est sur un couvert essentiellement avec de la fleur qui est en fait optimale pour les auxiliaires. Il faut savoir qu'un auxiliaire, à la différence d'un pollinisateur, son appareil buccal va être quand même complètement différent. Une abeille va pouvoir aller chercher et butiner dans des fleurs assez profondes qu'un auxiliaire type cirfe, coccinelle ou chrysope ne pourra pas. Lui, il aura essentiellement besoin de fleurs presque plates pour aller chercher sa nourriture. Donc, c'est pour ça qu'on a des ombellifères, hein, comme la grande marguerite, par exemple, mais aussi des fleurs comme les sauges ou la chicorée qui sont faciles pour les auxiliaires. Et après, on a besoin aussi d'espèces annuelles qui vont disparaître et d'espèces qui vont se ressemer avec des bisannuelles. Voilà, on a vraiment toute cette diversité. Donc, ce couvert peut encore évoluer, mais pour l'instant, il a l'air de plutôt pas mal nous satisfaire. Et à côté de ça, par la fédération de chasse, par des contacts, nous, extérieurs, que ce soit nous ou Fred, hein, on peut tester plein d'autres de couverts, hein. Donc voilà, par exemple, il y a eu le fameux Polyphoniflore qui a été testé en semis cet automne. Voilà, on a aussi testé l'intégration de semences végétales locales dans les couverts. Ça a été testé, mais sans forcément trop de réussite, parce que déjà, ce sont des semences qui sont excessivement chères. Donc, au niveau d'un exploitant, s'il n'y a pas d'aide, hein, ce n'est pas possible. On parle de 2, 3, 4 000 euros de l'hectare. Donc, pour semer des bandes, ce n'est pas viable économiquement. Voilà, on a testé et on a vu. On n'a pas forcément les résultats escomptés, donc on a arrêté. En termes de suivi, donc il y a un suivi botanique qui est fait sur certaines bandes. Aujourd'hui, on n'a plus la capacité de suivre les 7 km. Donc, on suit celle qui nous intéresse le plus et celle où on va poser des pièges. Donc, pour faciliter, hein, le travail, en fait, on fait 3 à 4 passages par an où on relève uniquement les espèces en fleurs. Parce que très clairement, pour l'objectif recherché qui est d'attirer les auxiliaires, si on n'a pas de fleurs, on n'a pas d'auxiliaires. Donc, au cours de l'année, en fait, on relève les espèces en fleurs et ça va nous permettre de voir si on déclenche des piégeages ou pas sur les bandes. Et ensuite, il y a les suivis entomos où on fait de la pose de piège cornée. Donc, j'ai mis pose de piège cornée simple parce que normalement, le protocole officiel, c'est pose de piège, on va dire dos à dos. Mais là encore, pour simplifier un petit peu et pouvoir en faire un peu plus, on pose qu'un seul piège. Donc, dans l'axe principal où vont se déplacer les auxiliaires. On piège sur une semaine, c'est-à-dire qu'on pose les pièges, par exemple, du lundi au lundi, hein, le piégeage est en place pendant une semaine complète. Et le but derrière, c'est de faire d'une part des comparaisons bande semée, bande témoin. Donc, une bande témoin, ça va être une bande enherbée standard de bord d'eau, cours d'eau, mais aussi une bande bord de chemin qui va faire 1 petit mètre ou 50 cm, une bande en limite de culture et bois. Et on cherche à calculer ensuite le taux d'entrée dans les parcelles cultivées. Donc, on pose des pièges dans les parcelles cultivées à plusieurs distances pour essayer de montrer que grâce à la bande, on aura plus d'auxiliaires qui vont venir prédater les ravageurs. Voilà ce qui se fait depuis quelques années. Et voilà quelques prémices de résultats.
Donc, on a des résultats qui sont plus conséquents depuis 2 campagnes maintenant. Donc là, vous avez 3 colonnes, une colonne dans du blé, dans du maïs, une colonne observation visuelle. Et en horizontal, donc dans les bandes semées qui font à peu près 10 mètres de large, et dans des bandes témoins bord de champ. On va prendre la première grosse colonne, blé tendre, pour un petit peu vous l'expliquer. Donc, on voit très clairement la première grosse bande jaune, nombre total dans la bande. On a clairement beaucoup plus d'auxiliaires dans une bande semée spécifique que dans une bande témoin. On oscille vite entre 50 et 60 en nombre d'auxiliaires présents, alors que sur une bande standard, on va être à 10, 20 en moyenne. Et pareil, on voit que le taux d'entrée dans la parcelle est plus important à 5 mètres ou à 15 mètres quand on est en bordure d'une bande semée qu'une bande témoin. Ensuite, idem, les résultats sont à peu près pareils avec une parcelle de maïs. Cependant, si vous prenez les 2 premières lignes de la bande témoin bord de champ pour le maïs, on voit très clairement que quand on a une bande témoin naturelle avec de la fleur, ce qui est tout à fait possible, là, on était clairement sur une bande intraparcellaire, parcelle cultivée et donc l'exploitant avait naturellement gardé de la flore naturelle. On voit clairement que les résultats sont excellents parce qu'une flore naturelle est forcément meilleure que tout ce qu'on pourrait apporter. Donc ça, c'est quand même des résultats qui sont aussi intéressants que dès qu'on a de la fleur locale, on a des auxiliaires naturellement qui reviennent. Et ensuite, on a aussi démarré des petits comptages en observation visuelle. Donc, on fait on se poste pendant 5 minutes sur des points précis sur la bande ou dans la parcelle et on compte tout ce qu'on voit voler. Donc, le but, là, on peut totalement recompter 2, 3, 4 fois le même auxiliaire. Le moins, c'est de montrer le passage et le va-et-vient des insectes sur la bande. Là encore, on voit clairement que globalement, dans la bande semée, on a plus d'auxiliaires que dans la bande témoin. Et idem, on retrouve ce nombre conséquent à 5, à 15 et à 30 mètres. On en trouve plus aussi. Alors, pourquoi on fait 5, 15 et 30 mètres? Le but, en fait, c'est d'essayer de montrer une largeur de travail où on pourrait potentiellement diminuer ou supprimer un passage de phyto sur le premier passage bord de champ, en fait. Voilà. On sait qu'arriver à 50, à plus de 50 mètres, les auxiliaires rentrent beaucoup moins dans la parcelle à partir de 50-70 mètres. Ça, c'est dans la biblio. Voilà pour vous montrer quelques résultats vraiment bruts, qui ne sont pas encore assez conséquents pour en tirer de réelles conclusions comme pourraient faire les instituts de recherche, mais au moins ça reste parlant sur l'intérêt de ces bandes. Voici quelques petites photos de bandes, bord de parcelles ou même intraparcellaires avec différentes végétations. Et l'exemple des pièges dans les bandes ou dans les cultures. Voilà, pour votre info, quelques petites photos sur les campagnes 2021 et 2022. Ensuite, maintenant sur la partie SIPAN, donc culture intermédiaire. Là aussi, un travail beaucoup plus poussé qui a été initié depuis 2 ans, où donc on a testé plusieurs mélanges. Là encore, l'avantage de travailler, nous, avec notre service Grande Culture et la Fédération de chasse, c'est que on a accès à pas mal de mélanges, mais pour avoir des résultats sérieux, nous, on s'est vraiment arrêté sur un mélange plus simple de 4 espèces. C'est ça qu'on vous présentera tout à l'heure un petit peu. Mais sinon, voilà, on a testé de 4 à plus de 8 espèces selon les parcelles. On a testé différentes dates de semis. Donc, on a testé des semis dans la culture au mois de mai, dans les céréales. Des semis, comme on dit couramment, au cul de la batteuse, donc dans les 24 heures la moisson. Des semis plus habituels, standards, donc quand l'exploitant a le temps, quand il va pleuvoir, donc c'est courant du mois d'août. Donc, on est très dépendant des orages d'été. Et des semis beaucoup plus tardifs après le 15 septembre. Ensuite, on a testé différents types de semis, donc à la volée dans la culture avant la récolte, au semoir à céréales, roulés ou non, et des semis très, très standards comme on pourrait voir aujourd'hui dans les campagnes, c'est-à-dire avec un simple travail du sol et semis dessus,
ou des semis au quad, aux distributeurs anti-limaces, juste en superficie. Et il y a eu en 2020 la mise en place d'une grosse plateforme d'essai avec plus de 30 modalités qui ont été testées pour vraiment voir un petit peu la réponse de pas mal de SIPAN. Et malheureusement, cette plateforme qu'on essaie de réaliser tous les ans, 2021 et 2022 ont été totalement loupés en 2021 à cause que tout a été mangé par les ravageurs du sol et 2022 à cause météorologique. Voilà, alors quelques résultats. Donc, malheureusement, pour l'instant, on a vraiment assez peu de résultats chiffrés. On ne vous a pas présenté les résultats des pesées merci parce que c'est trop aléatoire, hein, ça ne veut encore rien dire avec moins de 2 ans de retour. Mais nous, les tendances qu'on peut en dégager, donc la première, hein, c'est que diversifier les espèces dans le couvert n'apporte en fait pas plus de restitution d'azote. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt au niveau agronomique de mettre 6 ou 8 espèces. Ce qui est important, c'est de varier les familles, donc d'avoir une légumineuse, une graminée, une crucifère, vraiment varier les familles pour varier les intérêts. Ça, par contre, quelque chose que nous, aujourd'hui, on peut avérer, c'est une bonne implantation est nécessaire. Donc, outre le semis dans la culture, si on fait le choix de semer après la moisson, là, une implantation sérieuse est nécessaire pour réussir le couvert. Il faut vraiment bien préparer le sol. Le SIPAN doit être considéré comme une culture si on veut le réussir. Et ensuite, les dates de semis sont vraiment très dépendantes des conditions météo. Alors, le premier point est vraiment très, très hétérogène selon les secteurs. Sur le groupe où on a testé, le semis dans la culture est peu concluant chez eux. Par contre, à l'inverse, on a quelques exploitants, donc notamment des références qu'on l'a fédé, où le semis dans la culture est une réussite. Donc voilà, là, il y a encore un travail là-dessus à faire. Pour nous, les semis aussitôt la moisson sont, d'une manière générale, les meilleurs. Les semis d'été, si l'exploitant a la chance de semer aussitôt la pluie, il va être réussi, mais on est trop dépendant du facteur météo. Et le semis tardif, après le 15 septembre, peut ponctuellement être intéressant, mais par contre, on est très limité en termes de développement du couvert. Donc voilà les premiers résultats, sachant que nous, on souhaite vraiment axer le SMIC dans la culture parce qu'on y croit, on voit que ça marche et les exploitants ont l'air motivés pour tester tout ça. Alors, sur la partie, on va dire, de conclusion, on va faire un petit point et vous allez tout de suite comprendre sur l'impact des actions et notamment sur les bandes et d'une manière indirecte sur les plantations de haies, où nous avons donc réalisé donc, un second diagnostic l'année passée. Alors déjà, un point agricole, puisqu'en 5 ans, en fait, les couverts agricoles ont énormément évolué, puisque en 5 ans, nous avons perdu, on va dire, 150 hectares en surface, en maïs et tournesol, et pour les gagner en contrepartie, donc en jachère et en prairie. Où on était tout à l'heure, rappelez-vous, à peu plus de 10% en surface enherbée, jachère, prairie, où là, on est à plus de 18%. Donc, 8% de surface enherbée de gagné. La deuxième chose, donc, lorsqu'on refait donc, le diagnostic, c'est que 34% donc, les surfaces communales donc, sont devenues favorables donc, à la prairie rouge. C'est-à-dire qu'on a gagné 12% donc, en 5 ans. Et notamment sur la partie exploitée donc, par le GI2E, donc on est passé à 40%, donc c'est-à-dire à plus 9%. En fait, on se rend compte que l'augmentation de ces surfaces est liée, enfin de surfaces favorables, est liée en fait aux jachères et aux prairies, donc qui sont, on va dire, des actions complètement indirectes du GI2E. Donc, ils sont liés en fait. Alors, rappelez-vous, tout à l'heure, Nicolas vous précisait qu'on était donc sur une zone de protection spéciale, donc avec la mise en place de MAEC, donc en faveur notamment de l'outarde canepetière. Et c'est donc l'augmentation des surfaces en MAEC donc sur ces 2 communes, donc il y a eu un impact, on voit donc un impact très fort. Toutefois, on se remarque que
la mise en place notamment rien que sur le GI2E, la mise en place en fait des bandes et des haies a permis donc de maintenir ou du moins de créer donc du potentiel favorable, notamment donc par rapport donc aux bandes et aux haies. Alors, pour avoir fait donc d'autres diagnostics sur d'autres territoires dans le nord du département, on se rend compte que si on ne gagne pas forcément des zones de favorabilité, mais ça permet surtout donc de recréer des zones de corridors et qui évite en fait de fractionner les noyaux de population, parce qu'on se rend compte en fait que les zones très favorables donc sont véritablement fractionnées. Alors après, vous me direz que c'est tout simplement quelque chose de très subjectif. Sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Bien, pour être honnête avec vous, c'est que je vous disais qu'il y avait un projet Perdrix Rouge sur les 2 associations de chasse communales qui a été, on va dire, avorté parce que c'était énormément de travail pour peu de résultats, puisque on va dire que depuis 2016, on maintient bon an, mal an, entre 8 et 9 couples de perdrix rouges aux 100 hectares. Voilà, où on estime donc les coupes donc en faisant donc soit la recherche en cochant, donc avec la méthode traditionnelle à la repasse, mais où on a je veux dire, je pense qu'on a en loupe des oiseaux et c'est pour ces raisons aussi qu'on utilise en complément, donc comme le disait tout à l'heure Nicolas, donc on utilise en fait les caméras thermiques le matin ou le soir donc pour essayer de rechercher donc les couples. Voilà donc ce que l'on pouvait dire. Donc nous, on en a terminé avec la présentation. Je ne sais pas si Julie, tu veux prendre le relais ou après, s'il y a des questions, je crois que normalement, ça doit se faire via le chat, mais vu qu'on n'est pas beaucoup, je pense qu'on peut se les faire en direct s'il y a des questions ou des précisions. Ouais, merci Nicolas et Frédéric pour votre présentation. Ouais, donc vous pouvez poser vos questions directement si vous en avez. Oui, bonjour, Gaëtan Botanec pour l'OFB. Merci pour cette présentation et ces détails. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'actions, c'est super, merci. Moi, j'aurais plusieurs questions. Alors, je n'ai pas bien saisi le lien entre les actions agrifaune et le GI2E. Est-ce que ça vient en appui du GI2E ou est-ce que c'est complémentaire parce que c'est sur le même territoire? Donc, ça, c'est une première question. Par rapport au mélange, vous disiez qu'il y avait un agriculteur qui se mettait à la multiplication du végétal local. Est-ce que c'est un producteur labellisé, du coup, végétal local? Ça, c'est une deuxième question. Vous disiez aussi que vous avez testé les bandes avec dans le mélange des semences végétales locales, mais que ça n'a pas marché, du coup, vous avez arrêté. Est-ce que vous avez pu identifier ce qui n'a pas marché? Parce que comme vous l'avez dit, la fleur locale, et vous l'avez présenté dans des résultats, a quand même un attrait particulier pour les auxiliaires. Donc, on voit que la végétation locale est quand même intéressante. Est-ce que vous avez pu identifier ce qui n'a pas marché et du coup, peut-être chercher à identifier des solutions, mais je ne sais pas. Voilà. C'est une troisième question. Et puis voilà. Merci beaucoup. Ouais, alors je vais répondre. Alors pour votre première question, le lien agrifaune et GI2E. Alors en fait, c'est que donc les actions du programme agrifaune sont donc menées en effet sur les parcelles avec ce groupe qui est labellisé GI2E. Mais on est bien d'accord que les actions du GI2E pur ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on se sert de ce groupe pour mener ces actions parce que c'est un groupe qui fonctionne déjà, qui est déjà labellisé. Donc, du coup, pour nous, enfin, surtout pour moi, qui suis animateur de GI2E, du coup, ça fait un gros pack. Mais ça vient en fait en plus de toutes les actions menées. C'est pour ça que dans mes 2 premières diapos de tout à l'heure, il y a les actions du G2E qui sont avec agrifaune. Mais c'est 2 types d'actions différents. Moi, dans le cadre du GI2E,
Sur l'aspect bande, le but, c'est uniquement de recréer des corridors écologiques et du coup, viennent se rajouter l'action agrifaune avec toute la partie expérimentale et surtout la partie que Fred amène et va amener sur la partie perdrix rouge, qui, elle, initialement, n'est pas dans le GI2E. Voilà pour cette première question. Vous me direz si c'est bon ou pas, du coup. Oui, j'ai bien compris qu'effectivement, il y avait une bonne dynamique sur le territoire et c'est vrai que c'est tout bénéfique de pouvoir s'appuyer là-dessus. Ça, j'avais bien compris, mais j'avais cru comprendre dans la première diapo que le GI2E travaillait sur les mélanges de bord de champ ou intraparcellaires. Et du coup, je ne voyais pas bien, mais là, vous l'avez dit, c'est-à-dire que Agriphone vient permettre d'expérimenter certains mélanges. semis par rapport à des choses plus classiques dans le cas du GI2E, mais du coup, ça pose la question de est-ce que le GI2E s'est approprié ces expérimentations? Est-ce qu'elles sont déployées dans tout le GI2E maintenant? Sur le GI2E initial, donc les 6 membres, oui, là ils ont tous eu des bandes semées. Et moi, en fait, donc nous, on intervient vraiment sur l'aspect comptage sur quelques parcelles, d'accord, liées purement au programme Agriphone. Par contre, eux derrière, ils m'aident vraiment, enfin, ils nous aident à la gestion des bandes sur toutes les bandes complètes, sur le travail que nous, on ne peut pas faire dans le cas d'Agriphone. Ouais, d'accord. Par contre, spécifiquement sur les bandes Agriphone, les 4, 5, 6 qu'on suit, là, c'est nous qui faisons le travail avec la partie surveillance et relevé BOTA. Et relevé entomologique, là, par contre, c'est moi qui fais le travail, quoi. Mais eux, en fait, ils m'aident sur la gestion des bandes en général. C'est eux qui sont sur le terrain, hein, qui vont me dire celle-ci est jolie, il faudrait peut-être mettre ici cette année, celle-ci, il faudrait la broyer. Voilà, moi, aujourd'hui, on n'a pas le temps, dans le cadre d'Agriphone, de pouvoir surveiller les 7 km de bande, quoi. Donc les 6 initiales sont partis dedans, sont clairement visés là-dessus. Par contre, les autres, vu qu'ils sont rentrés dans le J2E que depuis octobre là, de cette année-là, c'est tout nouveau pour eux, quoi. Et pour l'instant, ils n'ont pas des fermes où, pour tous, où ils vont sans capacité de se mettre des bandes, parce qu'on a quelques fermes pour l'instant qui sont en pleine évolution ou encore en hors sol. Ok. D'accord. Ensuite, donc pour la partie le producteur là, donc l'exploitant qui a testé la multiplication de végétal local. Alors en fait, hein, pour l'histoire, c'est que nous on travaille avec donc l'entreprise Semences Nature, Ouais, qui est avec Lionel Gir. Oui. Donc là, on va dire que c'est moi qui ai initié l'action, mais après ils sont autonomes là-dessus. Donc il y a eu 3 années de tests de semis d'espèces. Donc ils ont testé le bleuet, ils ont testé l'aquilée et ils ont testé le plantain. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que économiquement, hein, sur 1000 ou 2000 mètres carrés, ça vaut énormément le coup pour l'exploitant qui va produire ses graines. Par contre, derrière, il y a un problème de temps passé, hein, tout est manuel. Aussi bien presque le semi qui est mécanique, mais qui a un semoir 3 rangs, donc ça prend quand même beaucoup plus de temps qu'un semis standard. Par contre, il faut passer à la binette à la main et récolter à la main. Donc, ça s'est un petit peu arrêté à cause de cette partie temps, parce que ça tombait en même temps bien souvent que soit les périodes de moisson ou les périodes de semis à l'automne. Donc, ça s'est arrêté. Cette année-là, il n'y a plus eu de semis pour cette raison-là. Et une autre raison aussi, le problème du matériel, où donc l'entreprise Semences Nature n'était pas équipée pour pouvoir prêter du matériel. Eux, ils avaient leur matériel pour eux sur leur ferme, mais par contre, ça devenait trop compliqué quand il fallait déplacer du matériel. Ils ne pouvaient pas être aux 2 endroits en même temps. Donc, pour ces 2 raisons-là, du coup, le groupe a choisi d'arrêter ces 3 ou 4 000 mètres carrés d'expérimentation, quoi. D'accord, parce que Semences Nature, il est sur le territoire? Oui, on a la chance qu'il est il est à, je sais pas, même pas 10 km Oui, la commune d'à côté. la commune d'à côté. La commune d'à Ok, côté. Ouais. d'accord. Mais voilà, l'histoire du déplacement de matériel, quand eux, ils avaient besoin du semoir, le groupe en avait besoin aussi. Et c'était trop compliqué en termes de manutention et ils avaient besoin de matériel en même temps. Le matériel n'était pas approprié pour faire
de territoire, quoi. D'accord. Voilà. Et puis il y a plein de choses qu'on fait qu'ils ont dit non, on arrête, ça vaut pas le coup. Et ensuite, donc pour le test de semences dans les bandes, alors là, donc on a testé pendant 2-3 campagnes. On a essayé d'introduire de la carotte sauvage notamment, de la quilée et de la nielle des blés. Et en fait, on n'avait pas de résultats en plus ou en moins en termes de nombre d'auxiliaires. Ça ne changeait pas grand-chose. D'accord. Et puis, la première année, on a pu bénéficier de subventions liées au pays, à la communauté de communes. Et après, on n'avait plus de subventions. Donc là, les exploitants ont dit non, nous, payer 700 ou 800 euros, 200 grammes de semences, économiquement, ce n'est pas possible, quoi. Donc, eux, ils sont totalement prêts et ouverts à consacrer une partie de leur SAU pour cette expérimentation-là de bandes en général. Et de là à payer 2 ou 3 000 euros, 3 bandes, voilà, économiquement, c'est pas acceptable, quoi. Ok. Donc, Et- c'est le principal frein. Ouais. J'ai deux questions complémentaires là, qui me viennent, si je peux. Après, je laisse la place aux autres. Là-dessus, sur les bandes, est-ce que vous ressemez chaque année ou est-ce qu'il y a une auto-alimentation en matière de semences sur les bandes? Est-ce que vous avez identifié ça? Je reviens là et aussi sur le test que vous avez fait par rapport à végétal local. C'est sûr que sur une année, peut-être que vous ne voyez pas la différence. Alors après, c'est vrai que le coût est est un frein, hein, c'est clair. Mais peut-être il y aurait un intérêt, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un intérêt à continuer à tester pour voir si les espèces peuvent s'installer durablement dans les bandes et éviter de ressemer, donc de racheter des semences et peut-être que les effets bénéfiques viendront au bout de plusieurs années, quoi. Ouais, alors ça, tout à fait, hein, donc c'est pour ça on a un peu arrêté de viser ces bandes-là. Donc on a arrêté d'en mettre dans les nouveaux mélanges. Par contre, voilà, aujourd'hui, on sait où sont les bandes qui ont été ensemencées avec ces espèces-là. Donc nous, par le suivi floristique de ces bandes, on va pouvoir voir si elles ont une durée plus importante que les autres. Nous, on a gardé malgré tout le suivi floristique de certaines bandes. Donc, celles-là, on va continuer de les suivre. Donc, D'accord. on arrête d'en semer. Et par contre, les quelques-unes qui ont été ensemencées avec cette semence-là, on va pouvoir en tirer des conclusions. Après, voilà, ce qu'on attend aussi, c'est les retours là, notamment de Home et Territoire, où ils ont expérimenté des choses avec des bandes uniquement avec la semence végétale locale. Donc là, on va bien voir d'ici quelques années les résultats qu'on pourrait avoir, quoi. Ouais. Ok. Ensuite, sur le resmi des bandes, donc là, c'est la première année, cet automne-là, où on a eu recours au resmi de certaines bandes. Toutes les autres, depuis maintenant 4-5 ans, sont encore plutôt pas mal. En termes de comportement de la bande et de masse de végétation, elles répondent totalement. Par contre, d'une manière générale, on a un gros problème, c'est que les bandes, à passer 3-4 ans, pour l'instant, elles deviennent envahies par les graminées. D'accord. Voilà, on a ce gros souci-là. Ça, c'est totalement valable sur des bandes bord de fossé, bord de cours d'eau. Par contre, on a quelques bandes, notamment une en intraparcellaire qui a pas un historique graminé. Aujourd'hui, elle est encore. Alors, elle est de moins en moins dense, Ouais. ça c'est sûr. Par contre, on a toujours de la fleur présente. On a les ombellifères maintenant naturels. On a les grandes marguerites qui reviennent. On a l'aquilée, le millepertuis qui revient. Donc ça, c'est quand même plutôt très, très intéressant. Par contre, je pense qu'il y a une conclusion qu'on peut en tirer, c'est que nous, pour l'instant, pour que la bande soit jolie, il faut qu'elle soit peu dense. Peu dense dans le temps. Par contre, si elle est peu dense au semis, là, on sait qu'elle va être loupée, parce qu'on aura une concurrence graminée à coup sûr.
C'est très variable selon les bandes et selon les historiques de parcelles. Donc, voilà, on a eu les premiers ressemis là et on a fait du sursemis. On n'a pas été on n'a pas détruit la bande par travail mécanique. On a fait un broyage très ras et on a sursemé dedans. Donc, on va voir ce que ça donne. Et dans le même temps, nous, on expérimente plein de choses, hein. On va dire que les agris se font plaisir sur comment arriver à gérer et à contrer cette problématique graminée. Donc, on teste des bandes sans aucune intervention depuis maintenant 2 ou 3 ans. On a des bandes qui ont 2-3 broyages par an. Et des broyages, en fait, l'idée, c'est d'intervenir mécaniquement en sortie d'hiver. Donc, on va dire mars, quand les graminées commencent à se développer, pour contrer cette dynamique de graminées en espérant que les fleurs souhaitées prennent le dessus. Mais ça reste compliqué. Et là-dessus, on rajoute pour notre territoire une grosse problématique, c'est la problématique ambroisie, où on a des secteurs très très compliqués en envahissement de l'ambroisie, où par la force réglementaire, hein, on est obligé d'intervenir malgré tout en plein mois de mai ou juin sur les bandes parce qu'elles elles ont des taches d'ambroisie ou couvertes d'ambroisie, où là, on ne peut pas se permettre de laisser monter à graines ces espèces-là, quoi. Oui, bien sûr. Sur le broyage, qu'on dit 2-3 broyages par an, c'est broyage des graminées? Broyage de tout, hein. Bien De tout. souvent, la plupart du temps, presque, mais je dirais presque tout le temps, quand on a envahissement des graminées, c'est presque sur toute la bande, quoi. D'accord. Et vous exportez le broyage ou vous le laissez sur place? Eh bien, dans la mesure du possible, alors exporter, c'est pas facile parce qu'on est sur un public essentiellement céréalier. Donc là, on espère qu'en intégrant les éleveurs, on va pouvoir. Mais par contre, on était sur une fauche et en fait, on mettait l'andin sur le bord de la bande. Donc, il n'était pas directement exporté, mais au moins, l'herbe n'était pas remise sur la bande, quoi. Après, quand on intervient à l'automne, en octobre, on va dire septembre-octobre, on a une masse de végétation qui est pas nulle, mais qui est beaucoup plus faible, quoi. Par contre, c'est sûr que si on intervient en plein mois de mai ou juin pour diverses raisons, là, il va falloir exporter parce que sinon, on connaît tous la partie enrichissement de la bande, quoi. D'accord. Une petite dernière question, si je peux, par rapport à votre suivi Entomo. Dans le tableau, vous présentez un nombre d'auxiliaires, c'est un nombre d'espèces, est-ce que c'est vous qui les déterminez? Est-ce que c'est un nombre de genres? Est-ce que c'est de la biomasse? C'est un nombre d'individus tout confondus. Un nombre d'individus, d'accord. Ouais, donc, et là-dedans, on a les cirphes, les chrysopes, les coccinelles et les hyménoptères parasitoïdes. On a ces 4 familles-là. Sachant que les chrysopes, on en a très, très, très peu. Donc là, c'est essentiellement coccinelles, hyménoptères et cirphes. Et vous en restez à la famille pour identifier? Ouais, je ne vais pas plus loin parce que après avoir échangé avec un ou deux entomologistes là qu'on échange régulièrement, quand on va à la famille du cirfe, à la famille les hyménoptères, on va dire que quasiment tous sont des auxiliaires des cultures. Donc, ça nous suffit pour dire que ces espèces-là, cette famille d'espèces-là va être intéressante pour l'agriculture, quoi. D'accord. Et du coup, ça rejoint ma dernière question. Les données d'acquisition que vous avez sur l'Entomo, est-ce que vous les valorisez justement auprès de bases de données régionales ou autres? Pour l'instant, je me sers de ces données que pour présenter, voilà, là, pour ce type de réunion, ou après pour présenter auprès d'autres groupes d'exploitants, auprès de réunions ou de formations. Et on est juste, alors c'est tout récent, on est en train d'essayer de faire une base de données régionale ex-Poitou-Charentes. C'est quelque chose qui est prévu. Pareil, ça a que quelques mois maintenant, il y a un groupe qui s'est constitué. Donc, ça va être fait. Mais pour l'instant, non. Le souci, c'est que là aussi, moi, j'ai échangé avec les instituts, notamment l'INRA. Et pour l'instant, c'est des résultats qu'on ne peut pas en fait intégrer dans des bases de données scientifiques parce qu'on n'a pas assez de masse de données pour pouvoir en tirer des conclusions
et sortir des conclusions dans les revues, des choses comme ça, quoi. Mm. On a des données pour l'instant qui sont trop aléatoires et notamment en termes de masse de données. On ne peut pas tirer de stats pour l'instant. Non, mais juste en termes de détermination, est-ce que est-ce que le matériel, vous le conservez? Dans ce cas-là, des entomologistes pourraient s'appuyer pour faire de la détermination et alimenter le système d'information faunistique là, de la région et donc les bases de données, ou c'est envisageable ça? Ouais, ce serait possible. Alors, les données qui ont 2 ans, ça devrait peut-être compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de dégradation, tellement c'est des petites bêtes. Ouais. Mais d'une année sur l'autre, ce serait totalement possible. Ouais. D'accord. Voilà. Merci pour tous ces échanges. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions du coup. Non, on dirait pas. Je pense que Julie, je peux te laisser la main s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure ce webinaire. Donc, merci à tous les participants et merci à Nicolas et Frédéric pour la présentation. Donc, comme évoqué plus tôt, le webinaire a été enregistré. Il sera disponible d'ici le mois de janvier, normalement, sur la chaîne YouTube de la Chambre régionale. Et sur la dernière diapositive, je vous ai remis le programme de tous les webinaires. Donc, ils seront tous en replay. Et là, il nous en reste un, mais qui a lieu le jeudi 15 décembre, sur les suivis couverts en viticulture par le département de la Charente-Maritime. Et bien sûr, vous recevrez aussi rapidement le support de présentation qui vient d'être montré aujourd'hui. Voilà, merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à vous inscrire au dernier webinaire. Et bonne journée à vous. Merci. Merci. Merci à Au vous. Bonne revoir. présentation. Très bien. Merci. 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 Bonne Merci, bonne journée. journée. Merci, bonne journée, au revoir.